Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et tous. Je suis Mathilde, votre hôte, et fondatrice d'Atelier Sherwood. Je suis coach en images pour couturières et créatrice de ce podcast. Bonjour. Aujourd'hui, je reçois Margot. Je suis ravie de te recevoir. Écoute, Margot avec des paillettes, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Avec des paillettes. Eh bien, je suis Margot sans surprise. Je suis styliste modéliste de formation. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis dans le milieu de la mode et je tiens un blog de couture qui vulgarise la couture et qui la rend accessible, qui s'appelle du coup Couture Débutant. Et en parallèle, je suis aussi la fondatrice de la marque de patron Petit Patron, qui a exactement le même objectif, c'est-à-dire de rendre la couture la plus accessible possible, quel que soit le niveau, le matériel, les cours de couture qu'on pourrait avoir dans le passé. Nous, on essaie de rendre ça simple et super agréable. Et comment est-ce que tu as lâché le milieu de la mode de manière générale pour créer Petit Patron? Ça a été un processus long et rapide parce que j'ai quand même monté ma première boîte à 23 ans, donc je pense que c'est un peu jeune. Enfin, j'en avais déjà fait une avant, mais avec l'aide de ma mère quand j'avais 15-16 ans. Mais en fait, j'ai toujours su que je voulais être à mon compte. J'ai toujours su que j'avais envie de mener des projets qui me parlaient et aller vraiment au bout de mes idées. Donc ça a toujours été un objectif. Après, j'ai d'abord travaillé dans la mode parce que je voulais, même si j'avais fait 3 ans d'études intensives, je savais que j'avais encore beaucoup à apprendre. Donc j'ai travaillé à Paris quelques années. J'ai appris énormément de mes expériences. Oui, j'ai été complètement dégoûtée par le milieu de la mode. Il y avait beaucoup de choses qui me convenaient pas du tout. La première chose, c'était la non-représentation des femmes fortes. Ouais. Moi, j'ai subi de la discrimination en tant que styliste. On me disait que j'étais pas en mesure de pouvoir dessiner des vêtements pour les filles minces parce que je ne comprends pas leur quotidien. Et à la fois dessiner des vêtements pour les grosses, ça sert à rien, ça coûte cher et il y a personne qui s'y intéresse. Donc c'est des discours que j'ai entendus qui ont commencé un petit peu à me Et après, j'ai travaillé en start-up et ça a été très, très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai aussi découvert tout l'envers du décor qui est, on est là pour faire des sous, on s'en fout du reste. Donc moi, j'ai commencé, on m'a dit, on est une boîte made in France, donc des valeurs qui me parlaient complètement. J'étais super emballée et très vite, on m'a dit, mais t'inquiète, dans 2-3 ans, on arrête le made in France. Ils auront intégré les clients que c'est made in France et on pourra aller produire n'importe où. On n'aura plus à se justifier, t'inquiète. Et belle donc là, mentalité. on a commencé à me demander d'aller chercher le moins cher en Asie, avec des conditions de travail qui étaient abominables que j'acceptais pas. Et en fait, tout ça a fait que je me suis dit, mais je ne veux pas participer à la fast fashion. Je crois que toutes les femmes sont belles, je crois que toutes les femmes peuvent porter des vêtements. C'est juste que c'est à nous de faire l'effort, de travailler en fait les patrons, de rendre la mode accessible, parlante à toutes. Donc en fait, c'est parti d'un dégoût. Et de toute manière, j'étais une affreuse salariée. J'ai détesté ça. Avoir une hiérarchie me paralysait, littéralement. C'est-à-dire que je n'avais pas d'idée. J'étais timide, j'étais paralysée. Donc j'ai compris que non. On allait s'arrêter là. J'ai lancé ma boîte et j'ai dit, je vais faire mon truc de mon côté. Et donc aujourd'hui, Petit Patron, à quel âge? On va fêter nos 8 ans en septembre. Super. Mon bébé est vieux. Il a grandi. Quand tu as commencé, tu as commencé toute seule et aujourd'hui, vous êtes plusieurs. Est-ce que tu peux nous raconter dans les grandes étapes, en fait, l'évolution de Petit Patron? Bah alors, Petit Patron, je l'ai lancé quand j'étais encore salariée à Paris. Très vite, j'étais l'assistante d'une créatrice de bijoux. Donc, j'ai arrêté de travailler avec elle pour me consacrer assez vite à cette aventure-là. Donc, c'était en 2016, il me semble. J'étais toute seule, je vivais dans un studio de 17 mètres carrés qui était littéralement mon bureau. J'avais 2 collègues qui étaient mes chats. Et bon, très vite, j'ai compris que je pouvais pas lancer ma boîte à Paris parce que financièrement, c'était impossible de payer le loyer et de consacrer le temps qu'il fallait. Ouais. Donc, je suis rentrée dans le Nord, qui est ma région natale.
Je suis retournée vivre chez papa, maman à 27 ans. Ils étaient ravis. Et je me suis consacrée pendant à peu près 3 ans toute seule à Petit Patron. J'avais une chance énorme d'avoir des parents qui ont décidé de soutenir le projet et qui m'ont laissé le temps qu'il me fallait pour faire avancer tout ça, parce que la création d'une entreprise, on va pas se mentir, les premières années, c'est pas du tout rémunérateur, donc c'est beaucoup de sacrifices. Et en fait, grâce à eux, j'ai pu assez vite faire le choix d'embaucher pour m'aider, parce que c'était énormément de travail. Je trouvais que c'était très très lourd de faire tourner tout ça tout seul. Donc plutôt que de me verser un salaire, j'ai d'abord embauché. D'accord. J'ai fait ce choix-là qui a été très réfléchi, mais parce que j'avais la chance d'avoir des parents qui acceptaient très concrètement de me nourrir et de ne pas me faire payer de loyer. Donc Noémie est arrivée. Alors d'abord, elle a été freelance, donc indépendante. Elle travaille quelques heures par semaine, et puis aujourd'hui, elle est à temps plein. C'est la première salariée. Super. Et maintenant, quasiment 8 ans plus tard, on est du coup, il y a 2 salariés, Laurie et Noémie, qui travaillent à temps plein avec Petit Patron. Et ensuite, on a Malvina, qui est, elle, indépendante pour le moment, qui a rejoint l'équipe il y a à peu près 5-6 mois, et qu'on espère de tout notre cœur voir rejoindre définitivement l'aventure dès qu'on pourra se le permettre, parce que chaque embauche est un peu longue, forcément, c'est assez coûteux. Donc, du coup, aujourd'hui, on va dire qu'on est entre 4 et 5, parce qu'on a souvent, on essaie au maximum d'avoir l'aide des indépendantes qui gravitent un peu autour de Petit Patron. Ouais. Et on aimerait bien, à terme, être 6 dans l'équipe. Et alors, 6 personnes, 6 postes, c'est des postes qui ont quelle fonction, en fait? Donc, il y a toi, ouais. Quelle est ta fonction à toi Alors, moi, je n'ai plus rien à voir avec mon métier, puisque je suis modiste de formation. Aujourd'hui, je suis vraiment ce qu'on appelle une gestionnaire d'entreprise. Je m'occupe de tout ce qui est invisible et relativement ingrat, on va dire. L'une de mes missions que je n'aime pas d'ailleurs, c'est de manager. Ça prend un temps énorme, ouais. De gérer les équipes, de s'assurer que tout tourne rond. Je suis aussi la figure par rapport aux partenaires de travail, prestataires. C'est toujours moi qui dois aller parce que je représente mon entreprise. Je dis souvent que c'est assez invisible. Ça occupe énormément de temps. Et aussi, je suis en charge de la communication. Que l'aventure du Petit Patron m'a montré que j'adorais cette partie-là. Ouais. Donc c'est moi qui suis sur les réseaux sociaux, je fais l'essentiel du contenu, je réponds quasiment tout le temps. J'ai un peu d'aide de temps en temps par Malvina, ou si on a une stagiaire, elle vient un petit peu m'aider sur la gestion des messages privés, mais globalement on m'occupe des réseaux sociaux. Ensuite on a Noémie et Laurie qui sont les modélistes de l'équipe, donc elle crée les patrons. Ouais. C'est une grosse tâche. Laurie, en plus, elle fait aussi du montage vidéo, parce qu'elle a découvert qu'elle aimait bien ça. Bon. Donc, comme on a beaucoup de vidéos à monter, elle s'en occupe. Ensuite, on a Malvina qui s'occupe vraiment de la partie administrative. Elle gère les mails, le SAV. Elle gère tout ce qui va être commande de la matière première, parce que ça prend un temps de dingue. Et ensuite, tout ensemble pour le moment, on fait la préparation de commandes. On aimerait bien un jour qu'il y ait quelqu'un qui fasse la préparation, puisque c'est assez chronophage. Ouais. On a Zoé, dont j'ai pas encore parlé, qui elle est notre graphiste, qui est toujours étudiante. En fait, elle a fait une alternance avec nous, elle a recommencé une autre école, mais elle continue en tant qu'indépendante et elle fait tous les schémas et les graphismes dont on a besoin. Super. Voilà. Une belle équipe. Une belle équipe. Et comment est-ce que tu arrives à conserver la séparation petit patron et patron débutant et couture débutant? Comment dans ta tête et comment c'est pensé cette affaire? Alors, je crois que pour moi c'est beaucoup plus simple que pour le reste du monde. En fait, Couture Débutant, c'est un blog. Donc, c'est une plateforme d'échange qui est gratuite, qui est ce que j'appelle ma partie plaisir. J'en ai absolument besoin psychologiquement pour que la couture reste quelque chose de sympa, parce que comme c'est devenu mon métier, c'est plein de contraintes. Donc, Couture Débutant, pour moi, c'est la plateforme où je peux vraiment parler de ce que je veux quand je veux. J'ai pas de contraintes particulières. C'est à la fois du contenu sur des machines à coudre, du test de produits, du tissu, et finalement je fais peu de revues de patron, parce que je trouve pas ma place en tant que testeuse, dans le sens où en ayant une marque, je trouve que je manque aussi d'objectivité. Oui.
Donc, couture débutant, c'est tout le reste, c'est tout ce qu'il y a dans la couture et qui n'est pas forcément du patron de couture. Et c'est vraiment cet endroit où tout est accessible. Et la vocation, c'est vraiment de rassurer et de donner en fait envie aux gens de s'y mettre. Et de l'autre côté, Petit Patron, bah, c'est vraiment l'outil pour pouvoir coudre des patrons, qui est technique, qui est complet, qui est aussi plus efficace pour les gens parce que vous avez tout dedans. Ouais. Contrairement à un blog où il y a le blog, je traite d'un sujet, mais je traite pas de tous les sujets dans un seul article. Donc je dirais que je sépare comme ça. Donc pour moi, le blog, c'est la partie pur plaisir, Ouais. où c'est Margot qui parle, clairement en son nom, donc les coups de gueule vont avec. Le Petit Patron, mais ça reste une entreprise, donc là, on a quand même l'objectif de faire des ventes qui nous permettent de payer les salaires derrière. Et du coup, c'est vraiment que des patrons de couture. Donc, tu vois, pour moi, c'est clair. Je suis pas sûre que ça le soit pour le reste du monde, et je le comprends. Bon, ben, ça va être plus clair pour tout le monde maintenant que tu en as reparlé. Revenons à Petit Patron, l'entreprise. Ces derniers mois, ça a été un petit peu sportif. Chaotique. Juste avant, j'aimerais... donc, Petit Patron, ça a vraiment cette vocation à être une entreprise de patrons pour débutants. Et c'est très très clair, par exemple, dans la proposition que vous faites des patrons qui viennent de sortir, où les patrons PDF sortent en pack avec un cours d'initiation. C'est un positionnement qui est très intéressant parce que la plupart des marques, bon, il y a ou des niveaux de difficulté ou des choses comme ça, et vous êtes vraiment basé sur l'idée du débutant avec tout ce que ça comprend, c'est-à-dire les aides, les tutos, les cours maintenant, le matériel, etc., etc. Pourquoi est-ce que ou comment est-ce que l'envie c'est vraiment de rester sur du débutant tout le temps? Ou est-ce que vous avez envie de développer des choses? Ou est-ce que finalement, il y a ce créneau-là qui fonctionne bien et vous êtes repéré pour ça? Et vous, ça vous fait kiffer de développer ça? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, de base, moi, quand j'ai lancé Petit Patron, c'est parce que je donnais beaucoup de cours de couture particuliers à Paris. Et que mes élèves, je leur disais, mais tu choisis le projet qui te fait envie, mais essaie de prendre quelque chose de débutant pour que ça soit facile et que on n'y passe pas des mois, en fait, sur ton projet. Et en fait, elles n'y arrivaient pas. À chaque fois, déjà, il y avait l'envie d'aller vers le projet qui leur faisait envie, donc elles regardaient plus le niveau. Et de l'autre côté, à cette époque, littéralement, il n'y avait pas de niveau débutant. Ouais. Il y avait forcément un vêtement un peu technique. Donc quand j'ai lancé Petit Patron, je me suis dit, enfin, c'est comme ça que c'est arrivé, c'est que j'ai commencé à faire des patrons pour mes élèves parce qu'il fallait qu'on débute un peu facilement. Un jour, j'ai dit, mais en fait, ces patrons, je vais en faire autre chose, donc je vais lancer une marque de patron. Et du coup, l'ADN du débutant, il est là depuis le début. Et moi, j'y tiens énormément parce que je trouve ça toujours très déroutant pour ceux qui ont envie de s'y mettre, d'arriver dans un monde où d'un seul coup, tout est trop technique tout de suite. Et la couture, c'est comme la cuisine, c'est que ça paraît simple et ça l'est pas du tout au début. Et donc, j'ai vraiment à cœur de rendre la couture facile parce que, de toute façon, un débutant, on va le prendre par la main et on va l'emmener, on va lui apprendre les choses. Quelqu'un qui n'est plus débutant va juste avoir l'occasion d'avoir un projet complètement facile qui peut faire le soir sans se prendre la tête. Oui. Et en fait, on a évolué avec Petit Patron, on est monté en niveau, on a même des manteaux, donc on a des pièces assez techniques. Et finalement, d'un côté, on a aimé ça, mais on a eu l'impression de perdre un peu certains qui disaient que c'était pas possible. Et ensuite, on a fait un constat qui est hyper simple. De toute manière, les gens ne regardent pas le niveau de couture parce que c'est le coup de cœur. Et comme la couture, comme nous, on la pratique, c'est du loisir, on a plus envie de frustrer dès le départ. Donc on a dit, c'est pas aux gens d'apprendre la couture pour atteindre le niveau qu'il faut pour faire nos patrons, c'est à nous de faire le travail pour que, quel que soit le projet qu'ils ont envie, ils vont pouvoir le faire. Et donc comme tu disais, les 2 derniers patrons qui sont sortis, c'est de la maille, donc c'est pas forcément quelque chose de très facile, sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que tout le monde avait envie de le coup de ce petit débardeur parce qu'il fait envie, c'est l'été, et puis il a l'air simple visuellement, donc psychologiquement, il doit être simple à coudre. On sait que c'est pas vrai. Donc nous, on a juste fait le travail inverse et on a pris parti de rendre ça ultra accessible. Donc on ajoute les cours de couture dans les patrons en version numérique pour que on puisse vraiment, quel que soit le niveau, arriver au bout du projet et du coup enfin faire ce qui nous fait envie quand on en a envie. Et c'est un choix qu'on a fait cette année parce qu'on avait envie de
de revenir à notre ADN qui est le débutant. Et parce qu'aussi on a un choix vraiment on n'a pas envie de faire des patrons très mode. Déjà parce qu'il y a plein de gens qui le font très très bien. Ouais. Laissons les gens qui le font bien le faire. Et l'autre chose, c'est que comme dans mes valeurs, la fast fashion n'est pas quelque chose qui me parle et que je trouve que dans le milieu de la couture aujourd'hui, la fast fashion déboule. Un petit peu. Surconsommation du patron, du tissu, avec certaines qui vont publier des vêtements toutes les semaines. Je me demande quand elles trouvent le temps et comment elles font pour tout porter. Nous, on est très dressing qui est facile à associer et c'est vrai que je dis souvent sur couture débutant, je suis désolée, je vais vous lasser, mais je porte encore ma robe parce que elle est pas abîmée. Tu as raison. Et du coup, comme c'est l'ADN petit patron, nous, on n'a pas envie de partir sur une surenchère des vêtements ultra mode ou très techniques. Donc, on gravite autour du débutant, puisque de toute manière, on a eu plein de gens qui nous ont dit aussi. Mais en fait, moi, je suis pas débutante, mais juste, ça me fait plaisir, parce que je peux coudre vraiment à un moment où je suis fatiguée. C'est facile. Tout s'enchaîne bien. Parce que comme on explique toutes les étapes, on dira jamais fais ton ourlet. On te dira toujours, alors, un ourlet, ça se fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc en fait, à tout moment de la journée, à tout niveau de fatigue, tu peux le faire. C'est notre engagement. Parfait. Ça peut toucher tout le monde. Oui. Et de ce point de vue-là, vous faites justement beaucoup de tutos sur Insta et vous avez aussi une chaîne YouTube. C'est quelque chose que vous arrivez à planifier ou comment ça se passe? Je rêverais de te dire que je suis quelqu'un d'organisé, mais le travail que j'étais très organisée pendant mes études. J'ai fait partie des rares de ma promotion à finir avant la deadline. On a été 4. Donc je m'en sortais plutôt pas mal à l'époque, mais aujourd'hui avec la charge de travail générale que représente une entreprise, non, je ne suis pas organisée. En fait, on a des idées longtemps à l'avance, mais le temps nous a un petit peu, hein, il passe plus vite que prévu. Et du coup, en fait, on a plein de carnets où on note toutes nos idées. Et après, dès qu'on arrive à trouver un peu de temps, on essaie de s'organiser. Donc les réseaux sociaux, j'essaie vraiment d'être régulière parce que je sais que c'est important et que c'est rassurant aussi de savoir qu'on va avoir un tuto de temps en temps, on va avoir une information utile, une anecdote, etc. Mais je ne suis pas un robot, donc la perfection n'est clairement pas chez nous. Et YouTube, on aimerait être beaucoup plus présente, mais c'est vrai que on manque de temps. C'est pour ça qu'on aimerait bien un jour atteindre 6 personnes dans l'équipe. En fait, on s'est dit que c'est comme ça qu'on arriverait à faire tout le contenu qu'on aimerait, parce qu'on aimerait proposer plus de tutos, plus de cours en ligne, plus de vidéos qui permettent un peu de dédramatiser en fait le milieu de la couture, parce qu'il n'y a pas que la machine à coudre ou le patron de couture, il y a tellement d'autres choses, les outils, le tissu, le matériel, parce qu'en fait il y a quelque chose auquel on tient énormément, qui peut peut-être être je sais pas si c'est paradoxal, mais en fait on a l'objectif d'emmener les gens vers l'autonomie en couture. Et donc pour ça on a à cœur quand on leur explique quelque chose, qu'ils comprennent. On leur dit pas choisissez du thermo, faut prendre celui-là parce que pour ce patron c'est celui qu'il faut. On leur explique pourquoi, parce qu'on a envie de se dire que demain ils vont être capables de choisir eux-mêmes, de vraiment ressentir les choses et de se dire en fait je sais ce qu'il faut pour moi parce que j'ai compris à quoi servait le thermocollant. Et donc on essaie de faire ça, et donc on aimerait faire plus de contenu vidéo pour essayer d'un peu d'expliquer plus, mais on manque de temps. Donc si un jour quelqu'un trouve le secret, on le prend. Tout le monde le prend de toute façon. Voilà, je pense que c'est général, personne ne doit garder secret, il le partage. C'est ça. Et donc justement pour revenir sur les derniers mois de l'entreprise, est-ce que tu peux nous parler des hauts, des bas, et puis de votre projet cagnotte, etc. Oui, en fait Petit Patron c'est une aventure qui s'est très vite assez bien passée. Moi je trouve ça incroyable parce que j'ai pu salarier la première personne au bout de 3 ans, et faut savoir que ça reste quand même une sacrée vitesse pour le faire, donc je suis hyper contente. On a eu une très belle période où on n'était pas très très inquiète de l'avenir, on voyait que ça évoluait bien, et le Covid est arrivé, et le Covid a eu un impact assez
invisible aux yeux de beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des commerces physiques et des restaurateurs pendant le Covid. Et le commerce en ligne était plutôt bon pendant le premier mois de confinement, et en fait il y a eu un énorme effondrement après qui a été complètement général. Le commerce de manière complète a souffert, et en fait maintenant ça fait 2 ans que l'industrie et le commerce souffre beaucoup. On l'a vu parce qu'il y a énormément d'entreprises qui ont fermé. Dans la couture, on est à 50% des entreprises, que ce soit des merceries, des marques de patrons, etc., qui ont disparu. Certaines l'ont dit, d'autres en fait ont disparu de manière un peu silencieuse. Et donc nous, on n'a pas du tout été épargnés. On a vu la crise, on a vraiment cru qu'on allait fermer. En fait, ça fait un an et demi maintenant qu'on se bat, c'est mois après mois. On n'est jamais sûr de passer le mois d'après. Oui. Donc au début, j'en parlais pas du tout, parce que c'est pas quelque chose dont j'étais très très fière. Et quand j'ai compris qu'on était tous dans cette situation, j'ai eu à cœur d'en parler, parce que je me suis rendu compte à quel point c'était finalement rassurant pour beaucoup de gens de voir que c'est un peu général, et aussi d'expliquer à nos abonnés et nos clients pourquoi le rythme a changé, pourquoi on n'est plus aussi efficace qu'avant sur la sortie des patrons, pourquoi on a fait des choix qui ont été assez surprenants, parce que pendant plus de 8 mois, on n'a rien sorti. En fait, on n'avait pas la capacité de développer des nouveaux patrons, parce que l'équipe s'est réduite. On était beaucoup plus à un moment. On s'est retrouvés à 3. En fait, on est passé de 6 à 3 du jour au lendemain. Et donc, on a récupéré la charge de travail de 3 personnes qui ont dû s'arrêter. Et c'est vrai que ça a été assez compliqué. Donc on a commencé à en parler, à être honnête, et en fait ça a eu un effet extrêmement bénéfique, c'est que notre communauté nous a remonté le moral. Au moment où on a vraiment cru qu'on allait abandonner puisqu'on était épuisés, psychologiquement et physiquement, on a bien puisé dans nos ressources. J'ai la chance d'avoir une équipe assez incroyable qui a décidé de se battre avec moi. Ouais. Et en fait à 2 reprises, on a cru que c'était fini. On en discutait carrément avec notre comptable. Et en fait, ils nous ont remonté le moral et on s'est dit, OK, on va se battre. Et donc là, on a commencé vraiment à retrouver l'énergie qu'il fallait pour remonter la pente. On a vu les effets. On a vu que ça marchait. Ouais. On s'est pas sauvé en 2 mois, ça ne marche pas. Mais voilà, ça a été une période absolument incroyable. Et le problème, c'est qu'on a un site internet qui a été fait par une personne qui était non consciencieuse et qui n'a pas fini son travail. Et depuis 2 ans et demi, ce site, il est pas droit, quoi. Il a des fondations qui sont pas du tout stables, et donc il bug sans arrêt. Et il y a quelques mois, la personne qui s'occupe maintenant du site nous a dit, mais en fait, on n'y arrivera pas, on peut pas le sauver, ce site, faut repartir à zéro. Sauf qu'un site internet, c'est des sommes énormes. Moi, à l'époque, il m'a coûté 10 000 euros. Aujourd'hui, le nouveau site va nous coûter entre 20 000 et 35 000. C'est des sommes qu'on n'avait pas prévues, parce qu'on espérait faire au moins 8 ans avec le site actuel. On a tenu 2 ans et demi. Et du coup, on sait qu'il nous reste que quelques mois. Ce site tiendra plus. Vraiment, on a l'impression de lui faire du bouche à bouche tous les 2 jours. Notre communauté est complètement habituée. C'est devenu un peu des petites blagues entre nous. Les erreurs sont de retour. Chaque lancement, le site plante. On aimerait bien dire que c'est parce qu'il y a du monde, mais non, c'est juste lui qui est fragile. Ouais. Et du coup, c'est notre communauté qui nous a dit, mais lancez une cagnotte, on veut vous aider. Et pendant des mois, j'étais absolument pas à l'aise avec ça. Parce que j'avais le sentiment d'être un peu en échec, et que c'était pas à notre communauté de nous aider, c'était à nous de le faire. Et finalement, un jour, j'ai accepté. Ça a été difficile quand j'ai appuyé sur lancer la cagnotte. Vraiment, moi, j'étais pas bien. J'étais pas fière de moi, en fait. J'ai jamais eu besoin des banques. J'ai tout monté tout seul. J'ai lancé Petit Patron avec 50 euros. Et du coup, c'était un peu difficile pour moi d'accepter que là, on nous appelle à une cagnotte. Et en fait, cette cagnotte, elle a très bien marché. Et ils nous ont boosté. Ça a été psychologiquement, ça a été énorme. Du coup, on a décidé de lancer des projets. Pendant 1 an, on a plein de projets qui sont liés à cette cagnotte, parce que je tenais absolument à ce qu'il y ait de vraies contreparties. C'était la condition pour accepter d'appuyer sur ce petit bouton. Donc, on se lance dans plein d'aventures, plein de nouveaux patrons, des kits couture, un calendrier de l'Avent et un nouveau site. Et surtout un nouveau site.
Donc là, ça fait à peu près 1 mois que la cagnotte est terminée, donc on est en train de préparer tous les projets. Les premiers sont déjà arrivés d'ailleurs. Donc il y a que le site qui lui va prendre du temps. On espère dans 4 à 6 mois l'avoir. On espère. Bon. Avec un prestataire de qualité. Oui, on a beaucoup cherché. On a appris de nos erreurs et du coup on a trouvé la bonne équipe. Bon, super. Justement, en parlant de kit, etc., tu avais un projet parallèle à tout ça, il y a peu. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu avais lancé ce deuxième projet et pourquoi ça s'est arrêté et qu'est-ce qu'aujourd'hui t'en as tiré ou vers où ça veut t'emmener, tout ça? Oui, alors ça s'appelait Atelier Neko, c'était une mercerie. C'était vraiment un projet très complémentaire à Petit Patron, mais j'avais pas l'objectif d'ouvrir un magasin avec du tissu, etc. pour Petit Patron. Faut savoir qu'à l'époque où on a lancé Atelier Neko, Petit Patron ne proposait que des patrons PDF. Donc c'était 100% sur du digital. Donc moi, les produits physiques me faisaient très peur. J'avais pas assez d'expérience dedans. Et j'avais une amie qui est elle aussi entrepreneuse qui me parlait de temps en temps de ce projet-là. Et un jour, je suis arrivée chez elle et je lui ai dit j'en ai marre, on trouve pas de jersey sympa, coloré, à motifs pour adultes. Et j'étais frustrée ce jour-là parce qu'on était en train de préparer, il me semble, notre patron Gaston qui a un t-shirt familial. Et j'avais envie de mettre du motif sur les hommes et les femmes, mais je trouvais que des petits lapins avec des petits nœuds dans les cheveux. Et je disais mais je pense que les adultes aussi ont le droit à la couleur ou au motif. Ouais. Mais sans que ça soit forcément très enfantin. Et donc elle me dit mais tu sais moi je sais où les trouver ces tissus là. Et là je dis mais oui c'est vrai que toi comme elle est créatrice de produits pour enfants, elle a l'habitude de travailler avec des fournisseurs, des fabricants de tissus. Et là en quelques heures on a dit ok on se lance. C'est arrivé sur un coup de tête, je me souviens que Noémie était en congé maternité, elle est partie, ce projet n'existait pas. Elle est revenue. Un mois après, la marque était lancée. Bon, j'avais oublié de lui en parler. C'est ma meilleure honte. Non, j'avais très peur de lui en parler. Et en fait, le projet est né parce que l'entrepreneuriat me plaît énormément. J'aime cette excitation du lancement d'un projet, vraiment la partie développement, j'ai adoré et je me suis dit c'est génial. Petit Patron tournait bien à l'époque. L'équipe était arrivée, donc comme l'équipe était là, j'étais en confiance de confier un peu mon premier bébé et d'aller me consacrer au deuxième. Donc on a lancé la mercerie. C'était sans compter sur plusieurs éléments et je vais être super honnête. Je me suis associée pour cette deuxième entreprise et c'est très difficile de s'associer. Que ça soit une amie ou pas, il faut d'un seul coup prendre des décisions tout le temps ensemble. Ouais. Alors qu'on est différents. Quoi qu'il arrive, on a beau avoir le sentiment de se rejoindre. J'ai trouvé que c'était un exercice qui était extrêmement fatigant. Et de toute manière, ça a, comme beaucoup, un peu mis notre amitié en péril et un jour, il fallait prendre une décision. Est-ce qu'on sacrifie l'amitié pour l'entreprise ou est-ce qu'on sacrifie l'entreprise pour l'amitié? J'ai choisi la deuxième option. Et l'autre élément où je dois être totalement franc, je ne pensais pas que ça ne me plairait pas d'avoir une mercerie. J'avais l'impression que ça gravitait dans un univers qui me parlait complètement, du tissu, des élastiques, des bobines de fil. Au milieu de mes patrons, j'avais l'impression que c'était super. Et en fait, avoir une mercerie, concrètement, c'est de la manutention, c'est passer des commandes, trouver le bon matériel, c'est de ça dont s'occupait mon associé. Moi, je faisais la communication et j'aidais un peu Malvina, qui à l'époque était chez Atelier Neko et qui faisait la préparation de commandes. Ouais. Mais c'est vrai que je vais être honnête, ça m'ennuyait énormément de préparer toutes les commandes et c'était une énorme source de frustration puisque je passais beaucoup plus de temps sur Atelier Neko et j'avais envie et besoin de retrouver Petit Patron. Ouais. J'avais l'impression de tromper mon bébé Petit Patron avec Atelier Neko et la charge de travail était énorme et donc j'étais très très fatiguée psychologiquement de tout gérer. En plus, on est rentré en plein dans la crise. Ouais. Donc il fallait sauver Petit Patron, Atelier Neko à l'époque se portait bien, mais il fallait quand même le tenir debout. Et vraiment un jour j'ai compris que j'avais pas la capacité, la force, le physique pour tenir les deux projets en période de crise. Donc j'ai fait le choix, ça a été ma décision d'arrêter Atelier Neko et mon associé n'a pas souhaité la reprendre toute seule.
Donc on a arrêté l'aventure et je dois dire que c'est sans regret. Ça m'a apporté plein de choses. Bien sûr. J'ai appris énormément sur en termes d'entrepreneuriat, sur la gestion du travail. Ça m'a apporté une nouvelle organisation aussi que j'ai apportée à Petit Patron. Ça m'a appris que tout n'est pas possible dans la vie. Parce que on parle souvent des parcours un peu extraordinaires de ces gens qui font 1000 choses, Ouais. Qui ont plein de projets, et je pense qu'on parle pas assez du prix que ça leur coûte. Ouais. Parce que c'était exaltant, vraiment. Mais je n'avais plus aucune vie privée. J'ai la chance d'avoir un mari d'une patience incroyable, mais on se croisait plus. J'envisageais aucun projet de vie, de famille, parce que je voyais même pas quand caser ça. Ouais. J'avais mes filleuls qui me disaient de toute manière ta phrase préférée c'est j'ai pas le temps, je travaille. Ça a été un électrochoc d'entendre ça de mon filleul qui me dit de toute façon ma reine elle a pas le temps. Elle ne fait que travailler. Il était tout petit et je me disais mais il a raison, ça a pas de sens. Ouais. J'ai arrêté tout. Je faisais énormément de vélo, c'était un vrai plaisir. J'ai arrêté par manque de temps. Je me souviens de tes balades. Voilà. À l'époque, l'été, c'était voyage à vélo. Ça me permettait vraiment d'évacuer un peu le stress de l'année. Et mais pour faire ça, il faut s'entraîner toute l'année. Je n'ai plus trouvé le temps. Je passais mon temps tout le temps. Je disais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc je n'ai plus le niveau qu'il faut aujourd'hui. Donc je suis frustrée, donc je suis stressée. Donc j'étais dans un cercle vicieux. Je sors de ça. Ouais. Donc la décision a été d'arrêter Atelier Neko et très honnêtement, j'ai jamais eu un seul regret. Parfait. C'est une aventure qui a été géniale, très enrichissante, mais il faut, et je le dis à tous ceux qui sont peut-être dans une situation comme ça où ils ont envie d'arrêter mais ils ont l'impression qu'ils vont tout perdre. Non. Il y a un moment quand on arrive au bout d'un projet, il faut pas avoir peur et c'est pas un échec. Alors plein de gens me disent ah c'est dommage, t'as pas réussi. En fait, j'ai réussi, j'ai fait ce que je voulais, j'ai juste choisi de ne pas aller plus loin. Ouais. Arrêter un projet, ce n'est pas être en échec. Non, pas forcément. Bien au contraire, une bonne décision. Ouais, c'est une expérience. Et t'encaisses les expériences, les compétences et... De toute façon, dans la vraie vie, les entrepreneurs ont en général 3 à 4 projets qui sont en échec avant de réussir, et ils en feront plein d'autres après. Enfin, c'est très, on a l'impression que on n'a qu'un projet dans sa vie, mais c'est complètement faux. Dans l'entrepreneuriat, on peut en avoir énormément. Tout à fait. C'est même assez anormal de n'en avoir qu'un. C'est noté. C'est noté. Non, il faut pas se stresser à changer de projet ou de voir les choses évoluer. C'est assez normal. Bah oui, finalement. Et c'est ce qu'on disait avec les filles de Fitillou l'autre jour, c'est-à-dire que aussi on réoriente à chaque fois suivant la clientèle, suivant ce qui marche pas. Et ça, je trouve que c'est plutôt, enfin en tout cas du point de vue cliente, c'est super positif de voir que les gens chez qui on va acheter peuvent prendre en compte nos retours et évoluer justement avec le cours des choses et avec aussi la pratique de ce qu'on fait, quoi. C'est indispensable d'évoluer. De toute manière, les modes changent, les tendances, les besoins. Voilà, en 10 ans, on est passé d'une hyperconsommation typiquement à un besoin de revenir aux sources, d'être plus raisonnable. Toutes les marques, quel que soit ce qu'elles font, elles ont besoin de se réinventer, et le faire avec les fidèles, les clients qui vont leur faire des retours, c'est vraiment ce qui nous permet de mieux avancer, et c'est très plaisant aussi. Ça nous force à nous remettre en question, mais c'est quelque chose que je trouve très agréable. Tout à fait. Ça met un peu de piment dans la vie. On s'en se décentrer un peu comme ça, de regarder ça. Aujourd'hui, Petit Patron, vous proposez, j'ai envie de dire, un peu plein de choses, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que vous avez proposé des accessoires plus ou moins faciles, mais plutôt faciles, on a vu, de la lingerie, donc pour les débutants, et puis aussi des packs famille, donc c'est-à-dire que vous faites pas que de la couture pour femmes, vous avez des propositions de basiques proposées en pack famille. Comment ça a été accueilli, ça, comment ça vous est venu, et est-ce que finalement il y a une cohérence, oui, il y a une cohérence, parce qu'en fait on peut trouver un peu tout le dressing et un peu tout pour coudre, mais voilà, comment vous en avez fait votre spécialité, j'ai envie de dire. Alors moi j'ai commencé avec des accessoires parce que justement, comme je le disais un peu plus tôt, au début il y avait aucun projet très facile et rapide pour faire de l'initiation couture.
rapidement, en fait, j'y tiens parce que quand on a envie de se mettre à la couture, on se rend pas encore compte du temps que ça va prendre. Ouais. Et du coup, si on se lance sur un projet ambitieux comme une robe et qu'on est débutant, il va nous falloir plusieurs semaines. Et c'est quelque chose de très difficile puisque la première chose qu'on doit apprendre quand on se lance dans la couture, c'est à gérer la frustration et l'impatience. Donc l'accessoire est arrivé pour moi très naturellement en me disant il faut des choses qui soient accessibles, dans lesquelles on va apprendre quelque chose mais qui soient aussi rapides. J'ai commencé avec l'accessoire et il y a eu un moment où j'ai envie de faire des vêtements parce que je reste modéliste de formation, donc le challenge du vêtement m'appelait, donc j'ai eu envie de le faire et très vite j'ai voulu faire de l'homme et de l'enfant déjà parce que moi j'ai fait une spécialisation homme. J'ai d'abord étudié la femme et ensuite j'ai fait de l'homme puisque de base je voulais faire de l'homme. C'était une évidence pour moi. Bon. J'étais triste de voir qu'il y avait si peu de choses pour l'homme. Ça commence un peu à évoluer mais ça reste encore timide. Donc j'avais envie moi d'aller dans le milieu de l'homme et finalement mes opportunités professionnelles m'ont emmené en enfant et en lingerie. Bon, c'est pas grave. C'est hyper varié et très intéressant. Donc en fait quand j'ai commencé l'évolution vers le vêtement, assez vite j'ai eu envie de faire de l'homme et de l'enfant parce que comme on a envie de faire un dressing qui est vraiment facile à coudre et complet, je me suis vite rendu compte que moi-même j'avais envie de coudre pour mes proches et de faire des sessions où les looks mère-enfant sont toujours hyper mignons et père et fils aussi, donc en fait j'ai eu envie de faire quelque chose d'assez varié et du coup c'est venu assez je crois que je l'ai pas vraiment réfléchi, c'était une évidence que j'avais envie de faire des packs famille et on aimerait en faire plus, mais forcément qui dit pack famille dit développer plein de patrons en simultané. Ça a beau être le t-shirt Gaston, en fait il y a un t-shirt femme, un t-shirt homme et un t-shirt enfant. Et en enfant, nous aujourd'hui, mais on va le changer ça, c'est 2 patrons puisqu'en fait il y a le tout petit et il y a l'adolescent. C'est pas du tout le même travail. Donc c'est beaucoup de travail, donc on le fait, on essaie de le faire occasionnellement quand on a une pièce un peu phare qui est vraiment très intemporelle. On essaie de la développer. Cette année, on se concentre beaucoup sur la femme, pas par envie, mais parce que il a fallu faire des choix avec toute la charge de travail que le site qui bug apporte, parce que forcément, ça nous prend du temps d'aller expliquer aux gens pourquoi il y a eu ce problème, comment le rectifier, etc. Mais l'année prochaine, on aimerait vraiment revenir à nos fameux déclinaisons en enfant et en homme. Très bien. Et au niveau de la lingerie, ça marche bien chez vous? Il y a des bons retours, la pédagogie déculpabilise un grand nombre de couturières? On a des très bons retours. Si c'était pas une histoire de temps, on aimerait en faire plus. Après, il y a des pièces qu'on ne fera pas, parce que ce n'est pas notre spécialité, comme le soutien-gorge avec armature. Mais typiquement, notre culotte Paola, nous, on en est très très contente. Parce que cette culotte, on l'a faite avec le cœur. On voulait faire la culotte qui est confortable, qui ne rentre pas dans les fesses, qui vraiment est notre allié de la journée. Et on a que des bons retours sur ce modèle-là. Exactement comme je vais rentrer le maillot de bain dedans, le maillot de bain marin, qui a un maillot de bain une pièce. En fait, avec Noémie, on est toutes les deux dites grande taille et on était très frustrés parce qu'on avait que le droit au maillot de bain de piscine. Et on avait envie d'être élégante, mais d'être bien, d'être confortable, de sentir belle, d'être maintenue comme il fallait. Et on avait envie de ce maillot de bain qui nous rentrait pas dans les fesses, parce que c'est typique de la grande taille. Ils en oublient complètement que les fesses s'agrandissent très légèrement. Et du coup, on se retrouve sans arrêt avec cette situation extrêmement agréable. Il faut que je me trouve un muret discretos pour me sortir la culotte des fesses. Donc c'est vrai que Marin et Paola, c'est vraiment les deux chouchous de la communauté, mais c'est aussi nos chouchous. Et je pense c'est aussi parce que c'est nos chouchous, on y a mis beaucoup d'amour dedans. Et d'ailleurs, en parlant de communauté, d'amour, etc., vous faites régulièrement des lives. C'est toutes les semaines, c'est ça? Ouais, tous les jeudis à 13h. Bon. Ayez noté, jeudi à 13h, votre pause déjeuner ou votre café, c'est avec Petit Patron. Comment ça vous est venu et comment vous organisez vos thématiques? Alors, comment ça est venu, je m'en souviens qu'à moitié, c'est qu'un jour je dis, et si on faisait un live, c'est parce qu'on aime beaucoup discuter avec la communauté, on trouve que c'est motivant, comme je le disais tout à l'heure, ils nous ont vraiment remonté le moral, mais c'est aussi ultra enrichissant d'avoir leur retour. Bien sûr. Et c'est aussi très constructif parce que avec leurs questions,
on se rend compte de ce qu'il faut aborder comme sujet, là où il faut approfondir. Ouais. Parce que nous, en fait, la couture, on l'a fait toutes depuis qu'on est très très jeune. On a toutes, enfin, Laurie pas encore parce qu'elle est plus jeune que nous, 20 ans d'expérience en couture. On va pas se mentir, on a un petit peu oublié les questionnements du débutant. Ouais. Et donc d'être tout le temps en interaction avec notre communauté, ça nous permet de nous recentrer, de nous remettre en question en nous disant mais ça pour nous c'est évident, mais ça l'est pas pour tout le monde. Et donc un jour on s'est dit mais tiens, est-ce qu'on essaie le live? Ça commençait un peu à arriver en France et on s'est dit bon on va essayer. On savait pas si c'était un exercice dans lequel on serait bien. Et en fait dès le premier live on a adoré. On a choisi de ne pas mettre de thème. Le live du jeudi est sans thème. D'accord. C'est un live où notre communauté peut poser ses questions. Okay. S'ils s'interrogent sur le choix d'un patron, sur une technique, sur une difficulté, enfin vraiment toutes les questions qui leur passent par la tête, ils viennent nous les poser. On parle aussi bien de petits patrons que de couture en général. Oui. Et donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre une boîte à questions la veille sur en story Instagram où ils peuvent commencer à rentrer des questions. Comme ça, s'ils peuvent pas être là pendant le live, on y répondra, ils pourront le regarder en replay. C'est ça vous donne une trame déjà. Voilà, comme ça on commence avec ces questions-là, puis en général, du coup, ça libère un peu la parole, et si en live, d'autres osent poser leurs questions. Il y a toujours ce petit temps au début où personne n'ose commencer, c'est comme une salle de classe. donc en fait, on n'a pas vraiment de thème, si ce n'est qu'on répond aux questions et on essaie de prendre le plus de temps d'expliquer. Puis il y a toujours un peu un moment où je fais une imitation de tissu. C'est un peu le moment fort. Il y a toujours un moment où je dois leur expliquer quelque chose et je ne peux pas m'empêcher de faire une imitation ridicule et grotesque, mais qui parle. C'est important. Je sais qu'ils ont retenu des choses grâce à ces imitations. Donc voilà, c'est juste, c'est un moment de plaisir qu'on adore. Par contre, on est fatigué après. Oui, ça demande. Ça demande de l'énergie. C'est une journée plus difficile. Ce qui est assez chouette dans votre communication, c'est la transparence dont tu parlais, c'est-à-dire que tout ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles tu as déjà communiqué, que ce soit sur ta chaîne YouTube, en couture débutant ou via Instagram, etc. Les difficultés de l'entreprise ou les bonnes nouvelles, d'ailleurs. Et puis il y a aussi l'humour qui est quelque chose qui est beaucoup qui est une forme de communication chez vous, en fait, que ce soit les blagues, que ce soit vos peluches, que ce soit les paillettes. Comment, par exemple, vous en êtes arrivé à commercialiser des peluches comme ça, justement, des patrons de peluches? Mais de manière générale, en fait, on est plutôt de bonne humeur. On est plutôt un public facile côté humour et on a tout un humour très différent, donc on se complète toutes les trois, donc on essaie de donner de la bonne humeur et du coup, mais typiquement les doudous sont arrivés un peu sur une envie de légèreté et puis moi j'aime bien rappeler qu'on n'est pas obligé d'être des adultes déprimés. Donc, typiquement, je suis une accro aux peluches. J'adore ça. Mon mari continue de m'en offrir et je vais avoir 33 ans. Et c'est pas quelque chose dont j'ai particulièrement honte. Je m'en fous, ça me rend heureuse. Donc un jour, on a eu envie de faire un doudou. Ça a commencé d'abord avec justement mon ancienne associée. On avait voulu faire un kit toutes les deux et on s'était retrouvés sur le doudou parce qu'elle fait des produits pour enfants. Ouais. À l'époque, je faisais quasiment que de l'accessoire, donc on s'est dit un doudou, ça nous rejoint plutôt bien. Ouais. Et en fait, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est que comme on en avait cousu plein pour pouvoir montrer les déclinaisons, etc. Un jour, à l'époque, il y avait que Noémie dans l'équipe et je me souviens de sa tête parce que je dis mais si je racontais une histoire, en fait, j'ai commencé à raconter une histoire pour l'embêter, pour la distraire vraiment. Et là, je dis attends, je vais faire des photos. Et j'ai décidé de faire un roman photo de cette histoire. Donc c'était vraiment les feux de l'amour. C'est ça. Et du coup, elle s'est dit que j'étais complètement barrée. J'ai dit c'est pas grave, je peux publier. Pour maintenant, moi ça m'a fait rire, ça fera peut-être rire des gens. Et en fait, ça les a beaucoup fait rire. Ouais. Quand Laurie est arrivée quelques années plus tard, je lui ai raconté tout ça et elle m'a dit j'adore. Et le problème c'est que Laurie, elle est comme moi. Et donc en fait, on n'arrête pas tous les jours. On raconte des histoires et on embête Noémie. Donc maintenant, on a toute une équipe de doudous qui nous permet un peu de la taquiner. Et on s'amuse beaucoup. Donc on a juste décidé qu'on ne s'arrêterait pas et que les adultes ont le droit aussi de garder un peu de leur âme d'enfant. Et ça fait beaucoup marrer les enfants autour de nous, qui récupèrent plein de doudous au passage. Ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Et donc vous avez eu votre délire paillettes en début d'année qui a dû vous garder aussi
en bonne compagnie, en bon esprit pour tenir le coup à travers les mois difficiles. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très fun, c'était génial. Mais c'est né d'une période où on était dans vraiment un mauvais moment chez Petit Patron. C'était le moment où on a cru que ça allait s'arrêter. Ouais. Et ma collègue Noémie était, elle, en plein divorce. Donc, c'était une période qui était peu joyeuse. C'est ça. Et elle a recommencé à se maquiller, puis on est parti en vacances entre copines, entre collègues, du coup. Elles ont eu envie de juste se faire plaisir. Elles ont commencé à vraiment mettre des paillettes tous les jours et dire on s'en fout, on aime les paillettes, ça nous rend heureux. Et du coup, maintenant, elles aiment tellement ça que tous les jours, elles se maquillent des paillettes, ça les met de bonne humeur. Et moi, je me dis, mais si ça les rend heureuses, il faut pas s'en priver. On a la chance, nous, de travailler dans un endroit où on n'a aucune contrainte. Ouais. Et après, moi, je milite aussi pour qu'on arrête de dire qu'il faut être habillé d'une certaine manière. Tous les genres, toutes les personnalités peuvent être très bons. Un banquier avec des tatouages sera aussi bon avec ou sans tatouage. Donc, je refuse de mettre la moindre limite au bureau, si ce n'est qu'elle doit être un minimum décente. Et donc, en fait, c'était vraiment quelque chose entre nous et on s'est pas rendu compte qu'on en parlait. On s'en est vraiment pas rendu compte. C'est juste que c'était nous, et comme tu le disais, on est très transparent, donc on raconte beaucoup les coulisses. Tous les jours, on montre un petit peu ce qui se passe au bureau. Et en fait, les paillettes se sont installées dans notre vie, sans qu'on s'en rende compte. Vraiment, parce que cet été, on ne connaissait même pas la marque, parce que nous, on est accro aussi à la paillette, parce que c'est des paillettes biodégradables, et on ne connaissait pas, et aujourd'hui, les filles, elles sont à plus de 26 pots chacune dans leur collection. J'ai entendu ça ce matin. Je suis timide, j'en ai 3. Et vraiment, ça n'a jamais été calculé, ça nous rend heureuse, en fait. Ah, mais ça nous rendait heureux aussi de vous voir, en fait. Et je trouve ça funky, moi, de voir tout ça, et on sent bien que c'est l'expression de la personnalité de chacune, et que chacune est libre d'être qui elle est, et c'est ça aussi votre force, quoi. Bah, moi, j'y tiens beaucoup. Je suis très... J'aimerais qu'on se libère un petit peu des règles qui rendent malheureux, mais qui n'apportent pas plus. Et donc, j'aime... On le dit souvent, nous, on reprend souvent le slogan de McDo, mais venez comme vous êtes, mais vivez comme vous êtes, en fait. C'est ça. Soyez juste heureux. Si un homme qui met une robe, ça le rend heureux, mais qu'il le fasse, ça ne dérangera personne, ça n'empêchera personne d'être heureux. Donc, je voudrais qu'on se libère un peu plus. Et nous, on se libère avec les paillettes. Parfait. En début d'année, vous avez participé à un bundle. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, en fait, ça a fonctionné, comment ça s'est trouvé, cette opportunité, comment ça s'est passé? C'était une expérience auquel on n'avait jamais participé. Moi, j'en avais vraiment entendu parler depuis peu. Donc, le concept, c'est vraiment de réunir énormément de produits. En général, ils sont numériques pour un prix dérisoire. La force, c'est d'avoir beaucoup de créateurs ensemble et un prix très bas qui peut vraiment motiver les gens. Donc nous, en fait, ils sont venus nous voir, ils nous ont proposé le projet. J'ai longuement hésité. Mais en fait, très honnêtement, on était dans cette période où on ne savait pas où allait Petit Patron, donc j'ai dit on tente le tout pour le tout. Ouais. On a plus grand chose à perdre, donc on va tester ça. Je sais pas si on le refera parce qu'économiquement c'est quand même, faut savoir que nous on a donné gratuitement les produits. Oui, c'était ça ma question. Comment ça s'est passé en fait? En fait, on donne les produits, c'est pas totalement gratuit, mais c'est dérisoire. Ils nous remettent une rémunération qui était de 0,0x sur les ventes, donc ça représentait pas grand chose. En contrepartie, on pouvait avoir un peu de rémunération avec ce qu'on appelle l'affiliation, c'est-à-dire que si nous on parlait du projet, on gagnait une petite commission sur la vente. Donc comme c'était le premier bundle dans le loisir créatif, je pense qu'il a plutôt bien marché. Ouais. Les suivants marcheront pas aussi bien parce que eux, ils ont eu la chance d'être les premiers. Ouais. Ils ont mis plein de choses dedans, c'était hyper varié. Après, c'est vrai que je trouvais que c'était génial pour les gens et qu'ils avaient bien raison d'en profiter. C'est pour ça aussi que moi j'en ai parlé, parce que ça offrait l'occasion d'avoir plein de produits différents. En plus, il y avait de la couture, du crochet, de la broderie. Enfin, il y avait des choses très variées. C'était le moment de se faire plaisir quand on aime les loisirs créatifs. Après, pour les marques, je sais pas si c'est très bénéfique, mais j'avais envie de tester.
j'avais envie d'essayer, puisque il y a qu'en essayant qu'on découvre si la vie vaut la peine. C'est ça. Donc on a essayé. Après, je pense que je le referai pas parce que je trouve que ça envoie aussi un mauvais message qui est notre produit n'a pas le bon prix. Oui, bah c'est aussi la question. Enfin, moi, je suis ce système de bundle aux US depuis plusieurs années, et je me posais justement la question de savoir qui gagnait l'entreprise. Un peu de visibilité, mais bon, quoi d'autre en fait? Bah, en fait, c'est l'affiliation, je pense, qui permet de re-rentabiliser les choses, parce que comme il y a quand même cette commission sur les ventes, on peut revenir un petit peu sur les frais investis. La seule condition, c'est qu'il doit se vendre en très grande quantité. Ouais. Et ça, c'est pas forcément facile. Donc c'est pour ça que je pense que celui-là a plutôt bien marché, parce qu'il a été le premier. Et que les suivants, bon, comme les gens ont peut-être déjà eu les produits, puis même si c'était très économique par rapport à la quantité de produits qu'il y avait dedans, ça reste une somme qu'il faut sortir. 50 €, c'est pas quelque chose que tout le monde peut sortir en se disant oh, c'est sympa, je vais y aller. Ouais. Que ça commence déjà à être une somme qui doit se budgéter. Donc, donc voilà. Après, la visibilité, je ne sais pas si on l'a vraiment, parce que est-ce que avec la quantité de produits qu'il y a dans le bundle, on remarque vraiment les marques? Je sais pas. Il y avait combien de projets dedans? Plus de 700, je crois. Ah la vache. Pardon. Il était énorme. Ah oui, oui, il était énorme. Et ça, on le savait pas avant. On avait plus d'infos. Par exemple, moi, je savais pas qu'il y aurait plein de marques de patrons. Je pense naïvement, j'ai cru qu'ils prenaient une marque de patron, une de couture, une marque de tricot. C'était une association de loisirs créatifs. Bon, après voilà, je trouve que c'était super intéressant pour les gens. Donc tous ceux qui l'ont pris ont eu raison, ils se sont fait plaisir. Après, nous, on n'a quand même pas mis nos best-sellers. Financièrement, on pouvait pas se permettre d'aller donner pour quelques euros nos patrons qui sont les plus poussés, les plus récents, les plus complets. Donc on a plutôt mis nos premiers patrons qui sont moins développés et qui sont les premiers, hein, qui c'est ça, ont moins d'expérience. On pouvait pas, financièrement, c'était pas cohérent. En plus, moi j'ai à cœur de toujours parler du fait qu'il y a un prix et que ce prix paraît parfois cher pour certains, mais il faut pas oublier que nous on est sur une marque 100% française. Même l'impression se fait dans le Nord. C'est un choix, et c'est pour moi un choix logique. On est une entreprise française, on travaille en France, et aussi parce que je sais que les coulisses des prix bas, c'est les contreparties, c'est un manque d'éthique, c'est un manque d'écologie, c'est beaucoup de choses. Donc voilà, je trouvais que c'était quand même assez important de rester cohérent sur ça. Donc il y avait pas nos meilleurs patrons, nos patrons les plus récents, etc. Logique. Bon, et alors, en parlant de patrons, de débutants, etc., tu écris un livre. C'en est où? Dis-nous tout. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce livre? Alors, pourquoi je rigole? Le projet livre, c'est une grosse affaire. Je vais essayer de la résumer. On m'a proposé d'écrire un livre il y a très longtemps. Ça fait depuis le départ de Petit Patron, donc ça fait 8 ans qu'on fait cette proposition, que je refuse parce que je sais tout le travail que représente un livre. C'est ça. Il y a eu beaucoup d'amis qui l'ont fait avant moi. Je les ai vus excités à la signature, déprimés pendant l'écriture, à bout de nerfs à la sortie. J'ai vu aussi. Je vois. Voilà, on m'a beaucoup partagé. Puis il y a une réalité, je pense qu'il est plus que temps qu'on en parle, c'est la rémunération. Elle est ridicule, elle est même, je dirais, honteuse. Surtout dans le créatif, parce que un auteur en créatif fait tout, il écrit, il développe les modèles, il fait les photos, il fait énormément dans son livre, et la rémunération, elle est dérisoire. Et pendant longtemps, on m'a proposé 2% de commission. Et je n'étais pas prête à accepter de travailler à perte complètement, en sachant qu'à côté, il y en a qui étaient confortables sur ce même projet. Et un jour, ma maison d'édition m'a fait une proposition qui était plus élevée, et je me suis dit, ça me titille quand même. J'y vais. À l'époque, tout se passait bien. Petit Patron se portait bien. Atelier Neko était aux prémices, ça se portait bien. Je me suis dit, c'est le moment. J'ai du temps, je me sens libre. J'ai signé le projet. Et là, on est rentré dans cette phase compliquée où d'un seul coup, il fallait sauver Petit Patron, il fallait prendre une décision, parce que j'ai mis plus d'1 an à prendre la décision pour Atelier Neko. Est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je fais? Et donc, ce bouquin est en route depuis des années. J'ai une maison d'édition
d'une patience incroyable. Si c'est toi qui veulent, c'est toi qu'ils auront, mais alors à quel prix? Ouais, je pense qu'ils se sont dit bon, pour maintenant on l'a démarré ce projet. Et en fait, on est parti sur un projet qui est assez gros, donc j'avais conscience que c'était ambitieux parce que c'est un livre qui va faire plus de 250 pages, il me semble. Quand même. Donc c'est un gros premier projet quand on est un bébé auteur débutant comme je le suis. Et du coup, j'avais dit tout de suite, moi, je parlerai du projet avant qu'il sorte. J'ai horreur de j'ai une surprise, j'ai écrit un livre, il est sorti. Et ça vient de nulle part, alors que nous, ça fait des années qu'on est dessus. Donc ils m'ont dit, ok, bon, forcément, je garde du mystère sur le thème, etc., parce que faut garder un peu de plaisir pour la fin. Mais voilà, j'en parle. Donc ça fait beaucoup rire les gens parce qu'à chaque fois, je leur dis, bah, j'ai pas avancé. Ah ben, j'ai toujours pas avancé. Là, j'ai plutôt bien avancé. Tout le livre est écrit. On a déjà pas mal de parties qui sont même montées. En fait, c'est ridicule. Il me reste que 5 chapitres à faire en photo. C'est ridicule pour le livre entier. Mais je suis bloquée depuis des mois sur ces chapitres parce que je ne trouve pas le temps avec le sauvetage de Petit Patron. Mais là, j'ai pris une grande décision. Je le dis haut et fort. J'ai annoncé à ma maison d'édition que le 23 mai, je leur rendais tout ce que je devais encore faire. Sachant que le 23 mai, non, je regarde les dates. Un peu demain. C'est un peu demain, c'est dans 15 jours. C'est juste avant la publication de ce podcast. Donc quand ce podcast sortira, ton livre sera dans les mains de ton éditeur. Normalement. Tu nous feras un démenti s'il y a un truc. Non, j'ai dit que c'était la dernière. Psychologiquement, c'est assez prenant quand même de savoir qu'il y a ce projet que j'ai toujours pas terminé, de devoir avancer au quotidien dans le travail en sachant qu'il y a ça toujours. Enfin, la charge mentale du livre, elle est bien présente. Je vois exactement ce dont tu parles, mais pas forcément. Moi, j'écris pas de livre, mais pour plein d'autres trucs, je pense qu'on sait tous quand on a un projet de fond ou un truc qui est toujours pas fini, qui reste dans la tête, c'est très compliqué. Exactement, donc là je ressens le besoin de le finir et de toute façon j'ai pris une décision parce que ce livre c'est pas Petit Patron, c'est Couture débutant. D'accord. Donc c'est mon projet, il est vraiment lié à mon blog, mais pour la fin, à mes frais c'est pas grave, je prends la team Petit Patron et en mai en fait on finit mon livre. C'est-à-dire que les filles vont m'aider, sinon je n'y arriverai jamais. Parfait. Donc à partir de jeudi normalement, on ne fait plus que ça, à 3. Parfait. J'y crois. Moi, on est avec vous, les filles. J'espère qu'il va sortir cette année. Parce que bon, une fois que moi j'ai fini, il y a encore beaucoup de travail pour la maison d'édition. Ouais. Eux, ils doivent récupérer tout ça, commencer les maquettes, puis moi après je dois regarder, dire ah non, c'est pas la bonne photo avec le bon texte. J'ai un peu changé d'avis, j'ai reformulé ici. Il y a de la relecture, ouais, beaucoup. Ouais, donc il y a encore des mois de travail. Je pense qu'il y a encore au moins 5 mois de travail minimum. Puis après, il faut qu'ils le rentrent dans leur calendrier. Parce que disons qu'ils l'ont régulièrement décalé. Je ne sais pas s'ils osent encore le mettre dans... Aussi, je peux quand même donner une petite anecdote. Vas-y. Faut savoir que la couverture existe. Ouais. Que certains l'ont vue, mais pas moi. Et que je l'ai su par une libraire qui m'a envoyé un message en me disant « Salut Margot, je ne te connaissais pas. Mais la maison d'édition m'a présenté ton projet. J'ai absolument hâte de le voir en vrai. En tout cas, il sera dans ma librairie. Ta couverture est super. » Ah, génial. Comment ça? Je savais pas quelle photo a été choisie. Donc j'ai appelé ma maison d'édition et pour la petite histoire, j'ai toujours pas vu la couverture, mais c'est pas grave, je la verrai bien un jour. Et ça sera celle qui a été déjà présentée qui sera définitivement celle-là? Je pense que ça peut bouger. Moi, je suis très angoissée par cette couverture parce que de ce que j'ai compris, ça sera moi et je n'avais pas du tout envisagé qu'il y ait ma tête sur le livre. J'essaie de m'habituer doucement à cette idée. Quelques paillettes, ça va passer. Je crois que j'en avais pas le jour d'un fait les photos. Non, on verra, mais c'est la petite anecdote. Certains ont plus d'infos que moi sur mon propre livre. Alors, mais ça a été très angoissant quand j'ai su ça parce que je me suis dit, donc ils présentent un livre que je n'ai pas fini d'écrire. Ouais, ça te fout une pression de malade. Bon, après c'est une pression plutôt positive. Ça me rappelle qu'il faut que je le finisse. C'est ça. Je pense que là, j'ai sur le rendu du livre, je suis bientôt à 2 ans de retard. Bon. Sur le rendu. Écoute, donc après, t'as quoi comme projet? Parce que tu vas t'ennuyer. Oh. On a quand même, on a pas mal de projets sur Petit Patron. On a l'ambition de reprendre un vrai rythme de sortie de Patron. Ouais.
de faire des cours de couture. Ouais. Il y a les cours inclus dans les patrons, mais je voudrais aller plus loin avec des vrais cours indépendants. Ouais. Et un vrai projet qui peut te faire sourire, mais je voudrais reprendre ma chaîne YouTube sérieusement. C'est quelque chose qui me manque énormément. Donc ma chaîne Couture Débutant, qui est là depuis les débuts, et c'est une plateforme que j'adore. La vidéo, c'est vraiment un outil que j'aime, qui je trouve est plus sympa, mais plus de bonne humeur. Et ces dernières années, j'ai plus de temps du tout pour ça. Donc mon objectif, c'est de reprendre ma chaîne YouTube. Moi, c'est par là que je t'ai découverte il y a longtemps. À l'époque, je pense que t'étais dans un appart parisien. Ah, tu devais voir mes chats apparaître de temps en temps, du coup. C'est ça. Donc, donc plein de bonnes choses qui arrivent chez Petit Patron, entre autres grâce à la super cagnotte. Oui. Le nouveau site, c'est quand même notre plus bel objectif de l'année. Hein. On a tellement hâte d'avoir un site qui fonctionne, ou quand tu te connectes sur le site, ça fonctionne. Ouais. Enfin, ah là là, cette émotion d'avoir un vrai blog. J'ai hâte. C'est ça, c'est des choses en fait dont on se rend pas forcément compte quand on est client ou quand on va commander une fois par an chez vous, dont on va pas forcément se rendre compte, mais qui pour vous au quotidien est hyper importante en fait. Oui, en fait, c'est beaucoup de frustration aujourd'hui puisque notre site a beaucoup de problèmes. Tu vas te connecter, d'un seul coup t'es déconnecté, tu vas aller regarder un produit, il t'intéresse, t'arrives pas à lire la fiche produit. Et en fait, cette frustration qu'on crée, elle est pesante parce que énerver les gens, c'est pas notre vocation. Ouais. Nous, on fait des patrons pour qu'ils puissent coudre et prendre du plaisir. Donc si c'est pour les avoir un peu mis en tension juste avant, c'est pas très agréable. Et puis on va pas se mentir, ça perd du client. On perd énormément de ventes et voilà, aujourd'hui moi j'ai 2 salariés, j'espère bientôt 3. Avoir un salarié en France aujourd'hui, ça coûte énormément d'argent. C'est largement plus du double du salaire que eux touchent, puisqu'il y a plein de frais autour et du coup quand on perd des ventes, nous ça fait des mois qu'on a une des filles qui se dit je vais peut-être perdre mon emploi. Donc l'idée ce serait d'avoir un site qui nous rassure un peu, qui fonctionne, qui évite de nous faire perdre des ventes et qui évite d'irriter les gens. C'est ça. Pour qu'on puisse enfin se reconsacrer à des choses qui sont vachement plus sympas pour tout le monde, créer des vidéos, créer des patrons, apporter des nouveaux articles, enfin faire des choses qui font plaisir globalement, où nous on prend beaucoup plus de plaisir, parce que c'est vrai que réparer des bugs c'est pas notre passion. Non, puis ça vous permettrait d'être concentré sur autre chose plutôt que d'avoir cette charge mentale finalement toujours en fond. La fameuse. Bon, et toi le burn-out, ça va mieux? Je ne sais pas. Petit à petit. Je pense très honnêtement que ça va, enfin ça va clairement mieux puisque cet été en fait je suis arrivée à un stade où j'arrivais plus à aller travailler. Donc là clairement on était au plus mal. C'était la fin de l'atelier Néco donc c'était très fatigant. Fermer une entreprise ça reste très très épuisant. Puis c'était aussi psychologiquement assez dur parce que c'était arrêter une aventure avec une amie et ça n'est pas sans conséquences. Ouais. Il y a eu notre amitié avant, il y a notre amitié après, elle est extrêmement différente et donc cette époque-là était très dure. Après, je peux pas dire de toute manière le burn-out, on n'en sort pas en quelques semaines ni quelques mois. Ouais. Je me sens très souvent sur le fil. Par contre, aujourd'hui, je sais ce que c'est parce que ça a été identifié. Et quand je suis sur le fil, je suis entourée. J'ai des proches qui comprennent ce qui se passe et qui m'aident un petit peu. Je suis entourée par des médecins aussi. Je suis entre guillemets surveillée, accompagnée. Et ça va mieux puisque la partie dont je parle peu puisque je considère que ça relève quand même de ma vie privée, c'est que le burn-out, il a eu d'énormes conséquences physiques. Je suis tombée malade à plusieurs reprises, j'ai été hospitalisée. C'est des choses que je montre pas puisque j'estime que bon, on n'a pas besoin non plus de rentrer dans toute la partie vie privée, mais le burn-out, il a cette conséquence-là et aujourd'hui, il y a au moins cette partie, c'est que ça va un peu mieux. Ma santé se remet. Donc c'est déjà une bonne c'est une bonne nouvelle. Et aujourd'hui honnêtement même si je suis très fatiguée je n'ai plus envie de tout arrêter parce qu'il y a eu un moment où j'en pouvais plus et je voulais tout arrêter, je voulais plus supporter la pression qu'engendre le fait d'être à son compte dans un premier temps puis dirigeant et du coup responsable d'autres personnes dans un second temps. Donc on est quand même sur une belle avancée, par contre on n'en est pas sorti. Et est-ce que coudre, est-ce que tu couds pour toi un peu
Est-ce que t'as toujours plus ou moins cousu, et est-ce que la couture est une thérapie pour toi, ou au contraire, c'est pas vraiment une thérapie? La couture n'est plus une thérapie depuis que c'est mon métier, parce que ça, c'est une réalité. Le jour où sa passion devient un métier, elle devient contraignante. Ouais. Elle a été un vrai fardeau à une époque parce qu'il fallait tenir une cadence pour Petit Patron, fallait que je couse pour qu'on avance pour les shootings photos. Il y a eu Atelier Neko qui est arrivé où là aussi on s'est mis à coudre pour montrer un peu les tissus. Et à ce moment-là, je supportais plus la couture et c'était devenu juste un enfer. Donc il y a une phase où j'ai arrêté de coudre. Pour moi, je cousais pour le boulot, c'était pas du tout l'enfer, mais c'était une activité professionnelle. Et par contre, depuis quelques mois, justement, depuis que je me suis arrêtée au moment du diagnostic du burn-out, j'ai repris le plaisir de coudre ce que je veux quand je veux, parce que ces derniers temps, c'était toujours il faut que je fasse ce produit-là parce qu'on va faire des photos. Là, en ce moment, je suis repartie dans cette phase où oh là là, j'ai décidé que je me faisais une robe, j'en ai pas besoin, je m'en fous. Et du coup, je reprends plaisir. Après, la couture n'est plus du tout ma bouffée d'oxygène. C'est trop proche de mon travail. Ouais. Moi, c'est le vélo, c'est jardiner, c'est mon petit chien. C'est ça qui me libère l'esprit. Mais par contre, je suis toujours aussi contente de coudre mes vêtements, de ne pas les acheter. Je suis toujours aussi fière de moi quand j'ai fini de coudre quelque chose. Et je recouds le soir, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Donc, c'est bon signe. On y revient. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, Margot. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur ton expérience, Petit Patron, couture débutant? Ou est-ce qu'on a fait le tour? J'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de choses. Mais moi aussi. Non, je dirais juste une chose, vivez la vie avec le moins de pression possible, et si vous avez pas envie, vous forcez pas. De manière générale. T'as raison. Allez, on se détend un peu. Ah oui, et vraiment, j'y tiens, ce n'est pas grave si vous ratez un projet en couture. Oui. Le monde ne s'arrêtera pas de tourner, il n'explosera pas. On a suffisamment d'armes pour aller faire exploser le monde. Nous, notre tissu, il ne fera rien exploser. Donc, on se détend du pompon, ça va bien se passer. On a, de toute manière, appris des choses. Exactement. Toujours en tirer des belles expériences. Merci beaucoup, Margot, et puis bonne continuation à tous tes projets. Merci beaucoup pour cette invitation. Avec plaisir. Je suis conseillère en images pour Couturière. Je vous propose une formation coaching de groupe de 4 semaines. Vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie, découvrir vos couleurs, établir votre style et écouter vos ressentis. C'est l'occasion d'échanger avec d'autres couturières, réfléchir à vos prochains projets couture, évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente. Je vous invite à venir découvrir le contenu de cette formation Deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image plus en détail sur mon site, ainsi que mes prestations individuelles, complètes, uniquement colorimétrie, ou bien l'œil de Mathilde pour 1 heure des découvertes pour causer style. Je serai ravie de t'accueillir pour la prochaine session ou travailler avec toi en individuel. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi également sur Instagram à Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Margot. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture. Thank you.